Donc j'ai choisi de vous présenter une étude de cas pour vous montrer un petit peu l'intérêt de l'utilisation du WISC-5 quand on travaille auprès d'enfants cérébrolésés. Pardon. Donc déjà en introduction, ce que je peux vous dire, c'est que dans la pratique, l'utilisation des échelles d'intelligence auprès du public cérébrolésé, elle est quasi systématique, puisqu'elle permet d'avoir un aperçu des capacités un petit peu globales de l'enfant. Pour autant, on ne va pas s'arrêter là, hein, c'est vraiment un bilan généralement qui est initial, uniquement pour avoir cette vision un petit peu de débrouillage, pour savoir quels sont les points forts et les points faibles de l'enfant. Et ensuite, on va aller creuser un petit peu plus, puisque effectivement, même si nous, en tant que psychologues, on peut inférer des hypothèses en ce qui concerne certaines fonctions, comme la mémoire à long terme, l'attention, les fonctions exécutives, ce ne sont pas de manière stricte des fonctions qui sont évaluées objectivement par le WISC-5. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille avec l'enfant cérébrolésé, il ne faut pas avoir ce qu'on appelle une logique économiste. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'évaluer un maximum de fonctions pour comprendre la dynamique cognitive de l'enfant. Parce qu'effectivement, dans ce contexte de lésion cérébrale, le choc sur le cerveau du jeune enfant va avoir des conséquences qui dépassent souvent cette entre guillemets simple logique modulariste de une zone d'impact, un déficit. Parfois on a des effets collatéraux qui sont importants, d'autant plus chez l'enfant, puisqu'on a parfois des fonctions qui sont atteintes, qui vont servir de base, de socle pour la suite d'autres apprentissages. Donc c'est important de pouvoir avoir une vision un petit peu globale. Et je rajouterais que chez l'enfant, les limites entre chaque fonction cognitive est peut-être pas aussi claire que chez l'adulte. Il y a eu des études qui ont montré, notamment chez le jeune enfant, que l'indépendance des fonctions exécutives n'était pas aussi claire que chez l'adulte. Donc tout ça pour dire que le bilan neuropsychologique auprès d'enfants cérébrolésés est un travail long qui peut demander plusieurs heures. Donc moi, pour illustrer ça, j'ai choisi de me référer plutôt au traumatisme crânien. Alors je pense que c'est un terme qui doit probablement parler à bon nombre de personnes. Pour le spécifier un petit peu, je peux vous dire que c'est une des pathologies qui est les plus fréquentes dans les services de pédiatrie. Alors fort heureusement, on est souvent sur des traumatismes crâniens sans gravité, mais il peut arriver qu'on ait des traumatismes crâniens modérés à sévères. Si on essaye de donner une définition un peu consensus, on va dire que le traumatisme crânien, c'est un choc brutal qui va ébranler le cerveau de façon massive. L'impact du cerveau sur la boîte crânienne va engendrer des lésions qui vont se répartir de manière diffuse et anarchique. Ce traumatisme crânien, il représente un risque d'impact sur le dysfonctionnement cognitif, sur le fonctionnement cognitif, qui est mesuré généralement par 3 facteurs. Je ne l'ai pas mis dans le diapo, je vous le dis à l'oral. Généralement, les 3 facteurs qu'on considère pour mesurer le risque d'impact cognitif, dans un premier temps, ça va être la durée du coma suite à l'impact, suite au choc. Plus le coma va être long, plus le risque d'impact sur les fonctions cognitives va être important. On a également la durée de période post-confusionnelle, après le réveil du patient. Plus l'état confusionnel va durer longtemps, plus il va constituer un mauvais pronostic pour le fonctionnement cognitif de l'enfant. Et on a également la présence de ce qu'on appelle des lésions axonales diffuses. Souvent, on retrouve l'abréviation LAD. Donc, les lésions axonales diffuses, c'est simplement l'onde de choc du traumatisme qui va toucher des zones qui peuvent être plus ou moins éloignées de la zone d'impact du traumatisme crânien. Donc, du fait de cette onde de choc, de la zone d'impact et de la présence éventuelle de lésions axonales diffuses, on va retrouver des dysfonctionnements dans le traumatisme crânien qui se présentent rarement sous la forme d'un profil systématisé. Tous les individus traumatisés crâniens ne présentent pas forcément les mêmes troubles cognitifs. Bon, ça, je pense que tout le monde avait ça en tête. Alors après, il y a eu des études qui ont permis d'isoler certains troubles qui sont un peu plus représentés dans la pathologie du traumatisme crânien, puisque on a pu retrouver que les régions frontales et temporales sont souvent les plus vulnérables, avec bien sûr les troubles associés. Donc, en ce qui concerne les régions frontales, on va souvent retrouver des troubles attentionnels et exécutifs, et en ce qui concerne les régions temporales, plutôt des troubles mnésiques.
Donc en ce sens, le WISC 5 semble être un bon examen de débrouillage, un bon examen tout simplement parce que ça va balayer plein de fonctions cognitives et on doit s'attendre à pouvoir observer toutes ces fonctions cognitives dans ce type de bilan, mais de débrouillage seulement puisque ça ne permet pas un bilan exhaustif. Du coup, je vais vous parler d'une jeune patiente que j'ai vue il y a quelques temps, qu'on va appeler pour aujourd'hui Manon, qui était âgée de 15 ans et 5 mois au moment du bilan, et que je rencontre pour un traumatisme crânien fronto-temporal gauche dans un contexte d'accident de la voie publique. Donc elle était piétonne et elle a été percutée par un bus. Au moment où je la vois, donc on est à 6 mois de l'accident, du traumatisme crânien. C'est une jeune fille qui est scolarisée en seconde et d'après son entourage, qui serait en difficulté sur le plan scolaire. Le travail d'anamnèse est assez conséquent dans le contexte du traumatisme crânien, puisque on ne doit pas forcément évaluer le niveau antérieur, mais plutôt ce qu'aurait été le niveau actuel s'il n'y avait pas eu le choc. Donc ça nous oblige à creuser un petit peu pour pouvoir faire ces inférences. Et dans son histoire, à cette jeune fille, moi je ne retrouvais pas d'antécédents particuliers. A priori, il n'y avait pas de troubles d'apprentissage et globalement une bonne scolarité prémorbide. Quand elle se présente, sa plainte principale, elle est uniquement mnésique. Elle me dit avoir des difficultés à apprendre ses leçons, elle oublie les informations qui lui ont été dites, elle ne se rappelle pas forcément les événements passés, même de la veille. À cela, les parents vont rajouter une autre plainte qu'on retrouve également souvent dans le contexte de traumatisme crânien, qui est l'irritabilité. Les parents décrivent une jeune fille moins patiente, qui va avoir tendance à s'énerver vite et qui peut faire preuve d'impulsivité. Alors c'est toujours un petit peu compliqué ces troubles comportementaux dans le contexte traumatisé crânien adolescent, puisque souvent la question qui vient derrière par les parents, c'est est-ce que cette impulsivité, cette irritabilité, elle est due uniquement au traumatisme crânien, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu l'adolescence qui vient participer à tout ça? Donc c'est aussi une question à laquelle on doit répondre par moment. Et pour finir, au niveau des plaintes, Manon évoque également la présence de nombreux cauchemars depuis l'accident. J'y reviendrai en conclusion. Si on regarde un petit peu son parcours scolaire, alors aujourd'hui c'est difficile de faire une comparaison par rapport à avant, en tout cas du point de vue de l'école, puisque moi quand je la rencontre, elle est en seconde, son accident a eu lieu pendant l'été, entre la 3e et la seconde, et du coup les professeurs n'ont pas forcément d'éléments de comparaison puisqu'elle a changé d'établissement entre les deux. Toujours est-il que les bulletins scolaires de 3e sont globalement assez bons, avec des bonnes appréciations, il n'y avait pas eu de soucis particuliers au brevet. Par contre, cette année en seconde, les professeurs parlent d'une élève plutôt réservée, qui participe peu, qui présente également des difficultés au niveau des examens, des évaluations, mais avec un niveau plutôt hétérogène. Les difficultés vont plutôt se cristalliser sur les matières littéraires, avec des difficultés en français, des difficultés en histoire-géo, mais à l'inverse, sur les matières plus scientifiques, ça a l'air de mieux aller. Quelques petits éléments qualitatifs du comportement de cette jeune fille pendant l'entretien. Moi, j'ai trouvé que c'était une jeune fille qui parlait globalement pas beaucoup, plutôt hypo-spontanée, avec des réponses assez laconiques. Alors, bon, ça, vous allez me dire, ça peut être fréquent chez les adolescents. Mais ce qui est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est que quand on lui adresse des questions directement, on a un temps de latence qui me semble assez allongé, comme si cette jeune fille avait besoin de formuler la phrase dans sa tête, d'accéder à son stock lexical. Pour autant, on a globalement une bonne implication dans le bilan. C'est une jeune fille qui s'est montrée volontaire et qui n'a pas manifesté d'anxiété de performance face à cette situation d'examen. Voilà, je vous montre un petit peu son profil WISC 5 qu'on va prendre le temps d'analyser ensemble. Alors on peut jeter un premier coup d'œil. Alors c'est vrai que comme ça, d'emblée, on parlait d'hétérogénéité tout à l'heure. Là, c'est quelque chose qui, à mon sens, saute aux yeux, puisqu'on a des notes standards qui évoluent de 1 à vocabulaire pour arriver jusqu'à 12 en puzzle visuel.
On a cette hétérogénéité globale qui est présente, qui est confirmée statistiquement quand on fait les petits tests qu'on vous a présentés ce matin. Et ce qui est intéressant, en tout cas nous en neuropsychologie, on aime bien ça, quand il y a une hétérogénéité intra-indice, puisque généralement c'est des choses qui sont assez éloquentes, qu'on va essayer d'expliquer pour savoir où est-ce qu'on doit creuser pour la suite du bilan. Si on regarde un petit peu les notes composites, donc tout ça confirme également l'hétérogénéité du profil de cette jeune fille, puisqu'on a un indice de compréhension verbale qui est à 62, avec un intervalle de confiance compris entre 58 et 76, donc un profil quand même assez faible, déficitaire. À l'inverse, les indices visio-spatial et de raisonnement fluide se situent dans la moyenne, on est à 97 et 100. Et on a un profil un petit peu plus contrasté en zone limite pour tout ce qui est mémoire de travail et vitesse de traitement. Si on calcule le QIT, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais à mon sens, je ne sais pas s'il est vraiment révélateur du fait de l'hétérogénéité des performances. On arrive à un QIT à 74. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette nouvelle échelle de Wechsler, c'est qu'on a possibilité, alors on en a peu parlé ce matin, mais de calculer des échelles complémentaires qui vont servir notre interprétation. Et pour cette jeune fille, moi j'ai choisi de calculer 3 échelles complémentaires, à savoir l'échelle non verbale, qui ne prend en compte que les subtests non verbaux, comme vous pouvez l'imaginer. Également, l'échelle d'aptitude générale, si je devais la décrire, c'est une forme de QIT, mais sans les items de mémoire de travail et de vitesse de traitement. Donc on va se rapprocher seulement des subtests qui saturent le plus le facteur G. Et un indice de compétence cognitive qui, lui, isole à l'inverse toutes les fonctions engagées dans le traitement de l'information, à savoir mémoire de travail et vitesse de traitement. Et il y a quelque chose qui est assez marquant quand on regarde un petit peu ces indices et qui nous permet d'éviter un certain biais d'interprétation, c'est qu'on voit que notre indice non verbal, finalement, il est dans la moyenne. Donc voilà, je pense qu'il y avait un vrai intérêt à le calculer. Donc finalement, si on regarde un petit peu ces différents indices, on peut dire que le profil cognitif est hétérogène, qu'on a globalement un niveau verbal qui est très faible, qui va abaisser notre QIT et notre indice d'aptitude générale, mais pour autant, on a des indices de raisonnement fluide et non verbaux, qui vont rassurer quant aux capacités de raisonnement sur ce matériel affranchi de langage. Ce qui fait que, finalement, on peut imaginer que cette jeune fille, elle ne se situe pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser d'emblée, dans un profil de déficience intellectuelle au sens strict. C'est une jeune fille qui a des capacités de raisonnement qui sont bien présentes, à condition que les conditions soient favorables pour elle. On retrouve également des compétences cognitives qui sont hétérogènes, qui sont probablement altérées par notre mémoire de travail auditivo-verbale, j'y reviendrai tout à l'heure, et par la vitesse de traitement qui est globalement faible. Donc tout ça nous permet de dire qu'on va considérer un petit peu plus relativement notre QIT et notre IAG en raison de l'importante hétérogénéité. Une fois qu'on a eu ce coup d'œil un petit peu global, on va se pencher sur les différents indices, justement pour essayer d'expliquer notre hétérogénéité intra-indice. Alors si on se concentre sur notre niveau verbal, pour rappel, on était à 5 sur similitude et à 1 sur vocabulaire, ça nous donnait un ICV à 62. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le profil est hétérogène, statistiquement ça ressort, et globalement déficitaire. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est plutôt cohérent avec les observations cliniques qu'on a fait pendant l'entretien. Je vous parlais d'une jeune fille plutôt hypospontanée. Au vu des résultats, je pense que cette hypospontanéité, elle n'est pas uniquement due à l'adolescence. Il y a probablement quelque chose de l'ordre du neurologique qui fait qu'aujourd'hui, cette jeune fille a des difficultés d'expression orale. La performance à vocabulaire est assez questionnante, on est quand même au plancher, on est à 1. La question qu'on peut se poser par rapport à cette performance à vocabulaire, est-ce qu'il s'agit finalement d'une réelle perte cristallisée, une absence, une destruction du stock sémantique, ou est-ce que finalement on est simplement, entre guillemets simplement, dans une difficulté d'accès ?
Si on regarde à côté, effectivement, on retrouve que similitude est un peu mieux réussie, mais reste faible. Alors peut-être que cette jeune fille est plus à l'aise sur une tâche qui fait appel au raisonnement catégoriel. Peut-être aussi que cette jeune fille bénéficie du côté moins exigeant sur le plan discursif de l'épreuve similitude. Je vous prends un exemple très concret, similitude, vous demandez à l'enfant pourquoi des pommes et des raisins se ressemblent. Si l'enfant vous dit fruits, a priori, il a 2 points. Si vous demandez à l'enfant de définir le mot « il », il va avoir beaucoup plus de mal à répondre en un mot. On a des exigences discursives qui sont un petit peu plus importantes. Et c'est peut-être dans ce côté-là qu'il va falloir aller chercher pour expliquer cette hétérogénéité de profil. Donc finalement, ce profil verbal, il nous amène à nous questionner à la fois sur les capacités d'accès au stock lexical de cette jeune fille et également plus globalement sur sa constitution. Est-ce que le stock lexical est toujours correctement construit ? Donc pour la suite du bilan, c'est l'objectif de cette présentation, c'est pour vous montrer aussi comment on peut guider la suite par rapport aux résultats du WISC. Moi je pense que c'est intéressant de proposer des tâches de fluence verbale ou de dénomination qui vont nous permettre d'avoir une appréciation justement de ces capacités d'accès au lexique. Sur ce type de tâches, je pense qu'il est important de regarder, d'avoir un œil assez attentif par rapport au type d'erreurs qui sont données par l'enfant. Est-ce que l'enfant, sur une tâche de dénomination par exemple, réussit à accéder lorsqu'on donne un indice phonémique ou pas du tout? Voilà, ça ne va pas forcément signer le même trouble. Je pense qu'il peut être intéressant également de proposer des tâches d'appariement fonctionnel. Alors je ne sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde. Généralement, on propose une image et on propose d'autres images et on demande à l'enfant d'associer l'image cible avec l'une des 6 images selon un lien sémantique, par exemple le marteau avec le clou, ce genre de choses. Ça va nous permettre de voir si le versant sémantique est conservé chez cette jeune fille. On peut également proposer des tâches de désignation pour avoir une idée des capacités de compréhension de cette jeune fille, pour avoir un aperçu aussi du langage réceptif. C'est important de pouvoir faire la part des choses entre difficultés d'accès ou difficultés réellement sémantiques, puisqu'on va avoir des prises en charge par la suite réalisées par les orthophonistes qui va être probablement un peu différentes. Voilà pour le verbal. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau visio-spatial, là aussi on a une hétérogénéité qui est intéressante, puisqu'on était, on était sur une performance à 7 à cube, et à l'inverse, sur puzzle visuel, on était à 12, ce qui nous donnait un profil hétérogène à 97, donc plutôt dans la moyenne. Donc comme je vous le disais, on a cette dissociation qui est intéressante entre cube et puzzle visuel qui va mener, là encore une fois, la réflexion pour la suite du bilan. A priori, ce que nous disent ces résultats, c'est, au vu de sa performance sur puzzle visuel, c'est probablement une jeune fille qui n'a pas de difficulté dans la prise d'informations visuelles, puisqu'elle est capable de prendre les bonnes informations et de les manipuler en mémoire de travail. Voilà, c'est ce que je vous ai mis là. Par contre, on retrouve, peut-être pas des difficultés, mais un profil un petit peu plus contrasté sur Cube qui semble un petit peu la mettre un peu plus en difficulté. Il semble y avoir peut-être des difficultés dans la manipulation physique des informations visio-spatiales. Pour autant, il n'y a pas vraiment de gène motrice qui est réellement identifié chez cette jeune fille. Par contre, quand on regarde qualitativement sa manière de répondre aux items du subtest Cube, on se rend compte que c'est une jeune fille qui procède beaucoup par essai-erreur. Elle tourne beaucoup les cubes, ce qui peut paraître un peu surprenant chez les adolescents. C'est vrai que les adolescents ont souvent tendance à plutôt planifier en amont leur production. Donc finalement, là encore une fois, cette dissociation va nous interroger à la fois, certes, sur les capacités visio-constructives, mais également sur les capacités de planification de cette jeune fille, à savoir si elles ont été atteintes ou pas par le traumatisme crânien.
Donc pour la suite du bilan, là encore, hein, notre indice visio-spatial va permettre de guider la suite du bilan. On va pouvoir proposer des tâches visio-constructives un peu différentes pour voir comment elles s'organisent, des tâches également un peu plus praxiques. On peut également, pourquoi pas, proposer des tâches d'analyse visio-spatiale si on veut être vraiment sûr qu'il n'y a rien de ce côté-là. Hein. Il y a des subtests, notamment dans la NEPSI 2, qui sont plutôt bien faits. Tout ça pour confirmer vraiment l'absence de troubles au niveau de la prise d'information visuelle. Et je pense qu'il est important également de proposer des tâches de planification, hein, puisque dans les tâches visio-constructives, la planification a quand même un rôle majeur à tenir, notamment sur des tâches comme la figure de raie ou sur les cubes où on doit pouvoir planifier en amont notre production. En ce qui concerne le raisonnement fluide, alors je vais un peu moins m'attarder, puisque là on est face à un profil qui est plutôt homogène, qui se situe dans la moyenne, qui vient confirmer la présence des capacités de raisonnement de cette jeune fille sur un plan non verbal. A priori, ces performances montrent que c'est une jeune fille qui a toujours des possibilités d'accès à l'abstraction, et des capacités de raisonnement quantitatif sur balance, hein, qui sont présentes. Donc tout ça va confirmer les capacités à la fois de raisonnement, mais également va apporter une réponse à ce qu'on disait tout à l'heure sur le plan visio-spatial. A priori, ça confirme aussi la bonne prise d'informations visuelles, puisque je vous rappelle que matrice et balance sont des tests qui se passent sur un support imagé. Donc a priori, pour réussir ces tests-là, c'est que cette jeune fille a su prendre et traiter les bonnes informations visuelles. Suite à ce niveau de raisonnement fluide, moi, je n'ai pas trouvé forcément nécessaire de creuser davantage sur ce plan-là. On arrive maintenant à notre niveau en mémoire de travail, qui est également, à mon sens, particulièrement intéressant, puisqu'on retrouve là aussi un profil assez dissocié. Sur l'épreuve de mémoire des chiffres, on a une performance à 4, et sur l'épreuve de mémoire des images, on est à 8, ce qui nous donne un IMT hétérogène à 76, plutôt en zone faible. Donc c'est intéressant parce que là, encore une fois, on constate notre dissociation visio-verbale qu'on évoquait déjà sur un versant un petit peu plus global de l'analyse du WISC-5. Si on se penche un petit peu plus spécifiquement sur les différents subtests, ce qu'on observe, c'est qu'en mémoire de travail auditivo-verbal, on retrouve des petits empans pour l'âge. Alors je ne sais pas si vous le savez, vous avez possibilité dans le manuel du WISC-5 de voir quelles sont les attentes en termes d'empans selon la catégorie d'âge. Et ce qu'on retrouve chez cette jeune fille de 15 ans et demi, c'est que finalement on a des petits empans endroits à 4, envers à 3 et croissants. Ce qui laisse imaginer des difficultés dans le traitement de l'information verbale, à la fois au niveau du stockage à court terme, mais également au niveau de la manipulation mentale des informations. A l'inverse, on retrouve une meilleure performance sur l'item de mémoire de travail visuel, avec un empan qui est globalement satisfaisant, à 5, mais si on regarde encore une fois à la loupe, hein, c'est très important de regarder le type d'erreur produit par l'enfant, là on retrouve une fluctuation dans les performances qui pourrait nous faire imaginer une labilité attentionnelle. Donc là, encore une fois, tous ces éléments-là vont pouvoir guider la suite du bilan. Donc, cet indice de mémoire de travail a soulevé des interrogations sur le plan attentionnel, donc on va devoir aller creuser sur ce plan-là. Alors souvent, l'évaluation attentionnelle, elle est assez lourde dans un bilan, puisque l'attention, c'est assez multimodal, donc on va essayer de balayer toutes les modalités de l'attention. L'objectif, c'est vraiment de voir si les performances qu'on retrouve en mémoire de travail sur notre WISC-5 peuvent être uniquement expliquées par un trouble attentionnel, ou si on est vraiment face à un trouble de mémoire de travail. Et je pense aussi que cet indice de mémoire de travail va pouvoir servir de base pour la suite du bilan, notamment pour la suite du bilan mnésique, puisqu'on est vraiment sur une demande initiale qui est mnésique. Donc voilà, on va pouvoir aller creuser de ce côté-là. Alors, pour en dire un petit mot, moi, généralement, quand je fais un bilan de mémoire, j'essaye d'utiliser le plus de modalités possibles. J'essaye de voir s'il y a une dissociation visio-verbale, c'est-à-dire que je vais proposer à la fois des tests visuels et des tests verbaux de mémoire, avec à chaque fois une phase d'encodage, de récupération à long terme et idéalement de reconnaissance. Mais on va regarder également sur un versant un petit peu plus fonctionnel peut-être, si on a une dissociation selon le degré de structuration du matériel. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Moi généralement je compare les performances sur des subtests de type liste de mots
versus les performances sur des épreuves de type histoire, mémoire narrative, pour voir finalement si la structuration du matériel a un effet facilitateur ou non sur les performances mnésiques. Ça, je pense que c'est important d'un point de vue fonctionnel, notamment pour l'école, pour savoir comment adapter le matériel. C'est vrai qu'un enfant qui va avoir des difficultés de mémorisation d'informations structurées, on va peut-être pas forcément lui donner un schéma ou des tableaux à apprendre. Ça risque peut-être d'être trop d'informations en même temps en mémoire de travail. Voilà pour la mémoire de travail. Et pour finir, notre indice de vitesse de traitement, vous allez voir, il est informatif, même si il ne va pas nous donner de nouveaux éléments en termes de tests complémentaires. On était à code, on était à 7 et à symbole, on était à 5. Ça nous donnait un profil plutôt homogène qui se situe en zone faible. Alors, ce profil nous laisse imaginer qu'il y a un petit ralentissement qui est présent, mais qui est aussi dépendant des épreuves. C'est vrai que ce ralentissement, on ne le retrouve pas forcément sur les autres épreuves chronométrées. Je vous rappelle que balance est chronométrée, puzzle visuel est chronométré également, et cette jeune fille ne semble pas souffrir de ce chronométrage sur ces tests-là. Si on isole un petit peu ce qui est attendu pour chaque subtest, on sait que code est contraignant sur le plan de la mémoire de travail et du graphisme. Alors, peut-être que là, il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Et symbole est plutôt contraignant sur le plan visuel et attentionnel. Or, nous, on a isolé tout à l'heure le fait que sur le plan visuel, ça semblait bien se passer. Donc peut-être qu'on peut, encore une fois, là, ressortir notre hypothèse attentionnelle et aller creuser de ce côté-là. Et bien sûr, le fait qu'on ait une performance un peu contrastée sur code associée à notre performance contrastée sur cube également renforce les interrogations sur le plan praxique. Peut-être que l'utilisation du crayon pose problème à cette jeune fille. Et comme je vous l'ai dit, les performances en mémoire de travail et le fait qu'il y ait beaucoup d'erreurs sur symbole amènent également à creuser sur le plan plus attentionnel. Voilà un petit peu pour l'analyse que je propose, qui est... On a tous des analyses différentes, je pense. Simplement, en conclusion, moi je trouve que cette évaluation par WISC-5 a permis, dans un premier temps, d'identifier les domaines qui sont probablement affaiblis par la lésion cérébrale. Notamment, je pense que vous l'avez tous compris, le domaine verbal qui semble vraiment atteint, ce qui est d'ailleurs assez cohérent avec la localisation de l'impact. Cette analyse de WISC-5 nous a permis également de faire émerger des interrogations fines, notamment en ce qui concerne les capacités gnosiques versus praxiques. On a vu que sur tout ce continuum practognosique, finalement, les gnosies, l'analyse visuelle semble plutôt préservée, alors qu'à l'inverse, tout ce qui est praxique semble peut-être un petit peu plus fragilisé. Cette échelle nous a permis aussi de nous rassurer quant à la préservation des capacités de raisonnement non verbal. Ça, c'est particulièrement important pour ne pas stigmatiser cette jeune fille en difficulté à l'école, pour rassurer sur le fait qu'on a des compétences de raisonnement qui sont toujours présentes. Et bien sûr, ça a permis de guider la suite du bilan neuropsychologique en apportant un regard assez particulier sur l'accès au lexique, la mémorisation à long terme, les capacités visio-constructives et également notre sphère attentionnelle et exécutive qu'on sait sensible dans le contexte traumatisme crânien. Pour finir, je fais juste un petit mot parce que là j'ai eu une analyse très cognitive des choses. Je garde en tête que c'est une jeune fille qui fait énormément de cauchemars, donc on ne peut pas non plus exclure complètement le fait qu'il peut y avoir un trouble du stress post-traumatique qui peut du coup altérer aussi ses performances sur le WISC-5, à savoir notamment sur peut-être plus les indices de vitesse de traitement et de mémoire de travail, donc des éléments qui sont également à prendre en compte pour la suite du bilan. Voilà, je vous remercie.